Bonjour, je suis avec Mathieu Lavagna. Bonjour Mathieu. Bonjour Benoît. Donc Mathieu, c'est une des figures majeures de l'apologétique en France. Tu es apologète depuis plusieurs années. Est-ce que tu peux nous dire un peu ton parcours, ce que tu fais dans la vie? Puis après, tout à l'heure, on va parler justement de l'euthanasie, puisque tu as écrit un livre sur l'euthanasie, et c'est en plein dans l'actualité, donc ce sera le sujet de notre entretien aujourd'hui. Mais avant, voilà, je te laisse te présenter un petit peu plus, pour ceux qui ne te connaissent pas. Oui, alors moi je suis apologète. Donc un apologète, c'est quelqu'un qui défend la vérité de la foi catholique par des arguments. Donc je travaille dans tout ce qui touche à la défense intellectuelle de la foi catholique et avec l'association Marie de Nazareth depuis maintenant 2021. Et donc je collabore aussi avec les projets 1000 raisons de croire. Notre but, c'est de montrer que la foi chrétienne est vraie, qu'il y a plein de raisons d'y croire et que rien ne peut lui être comparé. Donc voilà, c'est un peu notre projet de défense de la foi en France. Mais je m'intéresse aussi à d'autres questions, notamment les questions bioéthiques, l'avortement, l'euthanasie. J'ai écrit des livres sur ces sujets parce que je pense qu'aujourd'hui, c'est non seulement important de défendre la foi chrétienne au plan doctrinal, mais c'est important de répondre aussi aux objections des gens sur les questions éthiques, morales, où l'Église se fait souvent attaquer. Et voilà, montrer que la position chrétienne tient debout. Super, donc avant de parler de l'euthanasie, est-ce que tu peux rapidement nous présenter les autres ouvrages que tu as déjà écrits par le passé? Oui, alors le premier que j'ai écrit, c'est Soyez rationnel, devenez catholique, qui est sorti en 2022. La nouvelle édition va paraître en septembre. Là, j'ai fait une nouvelle édition augmentée, améliorée. Il y a aussi une version courte, pour ceux que ça intéresse, qui est en jaune. Si vous voulez pas lire un gros livre comme celui-là, il y a une version abrégée du coup. Et un livret missionnaire sur le sujet qui va sortir là, courant juin. Donc ça, c'est pour diffuser un peu largement. Et après, pour ceux qui veulent approfondir, lisez vraiment cette version, c'est la plus importante. J'ai écrit aussi un livre de réponse à Thomas Durand, donc, qui tient la chaîne YouTube La Tronche en Biais sur YouTube. Donc ça, c'est des sceptiques, des zététiciens, donc des gens qui critiquent le christianisme en optant pour une démarche d'ultra-scepticisme. Donc c'est Les travers de la zététique. Vous pouvez retrouver ce livre gratuitement en PDF sur Internet, sur le site Marie Nazareth. Donc il n'y a pas besoin de payer pour l'acheter. Enfin, j'ai écrit ce livre de réponse à Michel Onfray, Non, le Christ n'est pas un mythe, pour répondre à Michel Onfray qui s'est attaqué au christianisme à la fois sur l'historicité de Jésus, sur Saint Paul, sur la fiabilité des évangiles, mais aussi sur ses attaques contre l'Église catholique, les attaques habituelles, les croisades, l'Inquisition, l'affaire Galilée, Pie XII et le nazisme, enfin bref, un peu les lieux communs qui reviennent, que Michel Onfray reprend allègrement. Donc voilà, ça c'est une réponse de fond avec les travaux des historiens aux ouvrages de Michel Onfray. Et l'année dernière, j'ai sorti ce livre sur l'avortement, qui s'appelle La raison est pro-vie, arguments non religieux pour un débat dépassionné. Donc le but de ce livre, c'est d'apporter des arguments non religieux contre l'avortement pour montrer qu'il n'y a pas besoin d'être catho ou d'avoir la foi, de croire en la Bible pour s'opposer à l'avortement, que c'est une position qui peut se défendre uniquement en faisant appel à la science et à la philosophie. Donc ça, c'était l'année dernière. Et puis cette année, je réitère avec un livre sur la question consacrée à l'euthanasie, qui est une question évidemment, comme chacun sait, d'actualité, parce que hier, le 27 mai, la loi a été votée à l'Assemblée nationale. Elle doit encore passer au Sénat à la rentrée, probablement en automne. Et donc, voilà, c'est une loi qui est en ce moment débattue en France et qui risque peut-être de passer prochainement. C'est pour ça que je trouvais ça Hmm. utile et urgent d'écrire un livre sur le sujet. Excellent. Donc du coup, ton livre, c'est le fruit de plusieurs mois de travail. Quelles ont été tes principales sources d'inspiration? Puis après, est-ce que tu pourras nous présenter du coup la thèse principale de ton livre? Oui, alors les principales sources d'inspiration, ça a été surtout les travaux des philosophes analytiques anglo-saxons qui ont beaucoup travaillé sur les questions d'éthique, notamment Christopher Kaiser, Alexander Proust, Trent Horn et Stephanie Gray Connors qui ont vraiment travaillé les questions éthiques aux États-Unis et c'est pas très connu en France, donc je me suis dit autant un peu prendre ce qui se fait là-bas. Et puis après, évidemment, des ouvrages en France de gens qui connaissent bien le sujet, Tugdual Derville, Jean-Marie Leméné. J'ai pas mal travaillé en collaboration avec Alliance Vita et Jérôme Lejeune, la Fondation Jérôme Lejeune. C'est Jean-Marie Leméné qui a fait la préface de mon livre, qui est le directeur de la Fondation Jérôme Lejeune. Donc voilà, en fait, je me suis déjà appuyé sur pas mal de sources, mais aussi j'ai apporté un peu mon angle spécifique à ce débat en essayant de prendre le truc d'un point de vue rationnel, d'un point de vue de la philosophie analytique, donc avec des arguments, des prémices, des objections et des réponses. Génial. Et alors, est-ce que du coup, tu peux nous présenter un petit peu, voilà, définir un peu qu'est-ce que c'est que l'euthanasie et pourquoi est-ce qu'il faudrait être contre? Et même, est-ce que ça a un lien avec la foi ou est-ce que c'est comme pour ton livre sur l'avortement où tu avais bien expliqué que indépendamment de la foi, on peut montrer qu'il faut être contre? Voilà, est-ce que tu...
Alors, en fait, je pense que même si j'étais pas chrétien, même si j'étais pas catholique, je serais quand même contre l'euthanasie parce que les raisons de s'opposer à l'euthanasie sont pas intrinsèquement religieuses. Même Michel Houellebecq, qui est un écrivain athée français à l'heure actuelle, enfin il n'est pas croyant, il n'a pas la foi, nous dit que une civilisation qui légalise l'euthanasie perd tout droit au respect. Donc lui, c'est pas un chrétien intégriste, hein, c'est vraiment quelqu'un qui n'a pas la foi, qui est agnostique, et il s'oppose quand même à l'euthanasie pour des raisons qui sont pas nécessairement religieuses. Donc, encore une fois, la position sur l'avortement, sur l'euthanasie, on peut s'y opposer, même si on n'est pas chrétien, même si on ne partage pas notre foi. Et donc, les arguments que j'apporte dans ce livre sont sont surtout de nature philosophique, même si à la fin, je rajoute quand même une annexe sur ce qu'enseignent les différentes religions sur l'euthanasie, mais c'est une annexe. Donc, c'est à la fin du livre, voilà, d'ailleurs, si vous appartenez à telle ou telle religion, ce qu'enseigne votre religion sur l'euthanasie. Et donc, je traite de l'islam, du bouddhisme, du judaïsme, du protestantisme, de l'orthodoxie et du catholicisme. Donc voilà, je un peu les grandes religions majeures Ah en ouais, disant ce qu'elles enseignent sur la question de l'euthanasie et du suicide assisté. Mais voilà, c'est pas le cœur de excellent. l'argumentation du livre. Excellent. Et alors pour aller dans le cœur du sujet, donc du coup, l'euthanasie et le suicide assisté, est-ce que c'est la même chose déjà ou il y a des nuances à Alors faire? non. Donc l'euthanasie, on peut dire la définition de l'euthanasie, c'est l'acte qui consiste à provoquer intentionnellement la mort d'un patient afin de soulager ses souffrances physiques ou morales, soit par une action directe, soit en s'abstenant d'agir. Donc on peut distinguer l'euthanasie active. L'euthanasie active, ça consiste à tuer directement un patient, donc par exemple en lui injectant un poison. L'euthanasie passive, ça va consister à tuer intentionnellement un patient mais de manière indirecte, par une omission. Donc, par exemple, si j'ai un patient qui dépend d'oxygène et que je retire l'oxygène, j'ai retiré le traitement médical qui était nécessaire à sa survie et donc je l'ai tué par omission. J'ai fait une attaque indirecte avec l'intention qu'il en meure. Donc, ça s'appelle une euthanasie passive. Donc, dans tous les cas, que ce soit pour l'euthanasie active ou passive, il y a toujours l'intention délibérée de tuer le patient. Le suicide assisté, c'est un petit peu différent parce que c'est pas le médecin qui tue le patient, c'est le patient qui s'auto-administre la mort. Donc c'est le patient, par exemple, qui va prendre un médicament ou un poison qui va l'endormir et qui va arrêter son cœur, par exemple. Donc la différence entre le suicide assisté et l'euthanasie, c'est dans l'euthanasie, c'est le médecin qui agit et qui donne la mort, qui provoque intentionnellement la mort, alors que dans le cas du suicide assisté, c'est le patient qui s'auto-administre la mort. Ok, excellent. Et alors du coup, quel est le cœur de ton argument dans ce livre? Quel est le cœur de ton argument contre l'euthanasie et le suicide assisté? Oui, alors, après avoir bien défini les termes, donc suicide assisté, euthanasie, et de bien distinguer les types d'euthanasie, l'euthanasie active, passive, tout ça, après un premier chapitre préliminaire sur les rappels et définitions, j'ai un chapitre où je donne mon argument central contre l'euthanasie. Et donc, l'argument que je donne, et on peut le résumer en un syllogisme, c'est prémisse 1, l'homicide volontaire est immoral et devrait être illégal. Prémisse 2, or, l'euthanasie est un homicide volontaire. Et la conclusion de ces deux prémisses, c'est que l'euthanasie est gravement immorale et devrait être illégale. Donc, évidemment, la conclusion dépend de la vérité des prémisses. La prémisse 2 qui dit que l'euthanasie est un homicide volontaire, ça découle de la définition de l'euthanasie. Pourquoi? Parce qu'on a dit tout à l'heure que l'euthanasie se définit comme l'acte de provoquer intentionnellement la mort d'un patient, soit par une action directe, soit en s'abstenant d'agir. Et donc, c'est bien un homicide volontaire parce que l'homicide volontaire consiste précisément à provoquer intentionnellement la mort d'une personne innocente. Je définis l'homicide volontaire comme le fait de tuer intentionnellement une personne humaine innocente. Et donc, si on prend cette définition, c'est évident que l'euthanasie relève d'un homicide volontaire par définition. Donc en fait, tout le débat sur la légalisation de l'euthanasie, du coup, se concentre sur la prémisse 1 de l'argument, qui affirme que l'homicide volontaire est immoral et devrait être illégal. Autrement dit, ça devrait être immoral et illégal de tuer directement et volontairement une personne humaine innocente. Donc moi, je pense que cette affirmation, comme quoi l'homicide volontaire est immoral et devrait être illégal, c'est quelque chose qui est fondateur de toutes nos civilisations, parce que tuer un être humain revient à lui infliger la plus grande perte possible, à savoir la privation définitive de la totalité de son être. Et donc, je pense que le meurtre en tant que tel est une attaque directe à la dignité humaine, parce qu'il il annule l'existence d'une personne unique et irremplaçable. Et donc, je rappelle aussi que le rôle de la médecine, c'est de soigner, pas de tuer, d'accord? La médecine a toujours eu pour vocation de protéger la vie d'autrui, non pas de détruire la vie d'autrui. Ça, c'est très important. Donc, une loi qui légaliserait l'euthanasie
non seulement ça reviendrait à légaliser l'homicide volontaire dans certaines circonstances, mais ça reviendrait aussi à usurper la vocation originelle de la médecine, qui est de soigner et non pas de tuer. Et ça s'opposerait notamment au fameux serment d'Hippocrate, le serment d'Hippocrate qui date de 4 siècles avant Jésus-Christ, où Hippocrate dit « Je ne remettrai à personne du poison si on me le demande ». Et le mot en grec, c'est pharmakon thanasimon, qui se traduit par drogue mortelle ou drogue homicide. Donc il y a déjà la condamnation de l'euthanasie dans le serment d'Hippocrate. Donc il y aurait un problème au niveau de la médecine si on légalisait l'euthanasie. Il y aurait aussi des problèmes juridiques parce que ça contredirait le code de santé publique actuel. Le code de santé publique affirme, citation, « Le médecin doit accompagner le mourant jusqu'à ses derniers moments, assurer par des soins et des mesures appropriées la qualité d'une vie qui prend fin, sauvegarder la dignité du malade et réconforter son entourage. Il n'a pas le droit de provoquer délibérément la mort. » Donc cette affirmation, il n'a pas le droit de provoquer délibérément la mort, s'oppose du coup directement, explicitement à l'euthanasie. Donc si on légalisait l'euthanasie, ça contredirait le code de santé publique actuel et ça contredirait aussi l'article 2 de la Convention européenne des droits de l'homme. La Convention européenne des droits de l'homme affirme, citation, que la mort ne peut être infligée à quiconque intentionnellement. Donc l'euthanasie consiste à infliger la mort à quelqu'un intentionnellement et donc ça contredit la Convention européenne des droits de l'homme. Et pire encore, ça contredit le code pénal actuel. Parce que d'après le code pénal, l'euthanasie est assimilée au meurtre. Pourquoi ? Parce que le code pénal définit le meurtre, la définition du meurtre donnée dans le code pénal, c'est le fait de donner volontairement la mort à autrui. Article 221, numéro 1 du code pénal nous dit ça. Et il nous dit après que le meurtre est puni de réclusion criminelle à perpétuité. Donc si on prend les dispositions légales actuelles, l'euthanasie est assimilée au meurtre et les médecins qui pratiquent l'euthanasie doivent être punis de réclusion criminelle à perpétuité. Donc voilà, donc, si on se fonde uniquement sur le code pénal actuel, légaliser l'euthanasie, ça revient à légaliser le meurtre. Donc moi, ce que je dis, c'est que c'est pas à nous de justifier pourquoi on s'oppose à la légalisation du meurtre. Moi, je pense que ce sont plutôt les partisans de ce bouleversement total du rôle de la médecine et de l'évolution du code pénal qui ont la charge de la preuve. Et donc, c'est eux qui doivent nous montrer que l'on doit rendre le meurtre légal dans certaines circonstances. Et moi, ce que je leur dis, c'est que tant que les partisans de l'euthanasie n'auront pas donné des raisons suffisantes pour justifier la mise à mort de certains de nos concitoyens, alors la position anti-euthanasie, anti-meurtre, doit s'imposer par défaut. Bien. Parce que tant qu'on n'a pas de bonne raison de légaliser le meurtre, il est rationnel de croire que le meurtre doit demeurer illégal en toutes circonstances. Bien sûr. Et donc ça, c'est un peu l'argument. Ouais. Mais tout à fait, oui, c'est ça. Moi, je vais me faire un petit peu, l'avocat du diable là-dessus. C'est sûr que l'argument principal, mais on y reviendra plutôt tout à l'heure si ça te va, donc qu'avance la plupart des personnes qui sont pour l'euthanasie, c'est l'argument de la souffrance, d'éviter la souffrance. On va en reparler tout à l'heure, mais avant, tu parlais de la... je sais pas si c'était Convention européenne, c'était quoi l'organisme européen là qui... C'est la Convention européenne des droits de l'homme. Convention européenne des droits de l'homme. Juste une question, parce qu'en Belgique, ils ont déjà légalisé l'euthanasie ou pas? Je crois que oui. Oui, c'est déjà légal depuis le début des années 2000. C'est ça, comment ils se justifient par rapport à parce qu'ils sont aussi dans l'Union européenne du coup, c'est une bonne question. Ça montre les incohérences de la loi belge. Okay. Je ne sais pas comment ils s'en sortent juridiquement, mais en tout cas, la loi belge contredit frontalement l'article 2 de la Convention européenne des droits de l'homme. Ouais. Donc, ça montrerait juste que les Belges ne maîtrisent pas le principe de non-contradiction et ont des contradictions dans leur propre loi. Oui, c'est ça. Voilà. Ok, oui, tout simplement. Ok. Et tout à l'heure, tu disais aussi, donc, dans ta prémisse 1, c'est qu'on ne peut pas tuer intentionnellement un être humain, en gros. Hein. Innocent. Ouais. Ah, innocent, ok. Parce que du coup, la question, c'est par exemple, en tant que guerre, est-ce que tu considères, pour toi, ça rentre pas dedans, du coup, si on voit un ennemi au loin, on est en tant que guerre, ça rentre pas dans ce cadre, du coup, peut-être. Alors, justement, je formule la prémisse de manière précise. Je définis l'homicide volontaire comme le fait de tuer directement et volontairement un être humain innocent. Et le mot innocent est très important parce que cette prémisse, ça laisse ouvert la possibilité qu'on puisse tuer des êtres humains coupables. Donc, par exemple, en cas de légitime défense, si je suis attaqué par un criminel, c'est lui qui est coupable. Il est en train de m'attaquer moi et moi je me défends, donc je le tue. Mais j'ai pas tué un innocent, j'ai tué quelqu'un qui est coupable. Pareil, en temps de guerre, on peut dire que en temps de guerre juste, si moi je suis dans le cadre d'une guerre juste, donc je me bats pour défendre mon pays qui est attaqué injustement, et je tue un soldat de l'armée adverse
qui est en soi un agresseur matériel. Il n'est pas innocent au sens où il porte atteinte directement à l'intégrité de mon pays. Et donc, si je suis dans le cadre d'une guerre juste, j'ai le droit de me défendre, de prendre les armes pour me défendre. C'est une forme de légitime défense étendue au pays, la guerre juste. Et donc, on tue quelqu'un qui est matériellement coupable de nous avoir attaqués en cas de guerre. Donc, ça ne réfute pas la prémisse selon laquelle c'est toujours immoral de tuer délibérément un être humain innocent. Bien sûr. Et enfin, ça laisse ouvert la possibilité comme quoi on puisse être favorable à la peine de mort pour les criminels, parce que les criminels ne sont pas des innocents. Et donc, que l'on soit pour ou contre la peine de mort, c'est un autre sujet. Tout le monde doit se mettre d'accord qu'on ne doit pas tuer les innocents. Oui, ok, bien sûr, oui. Ok. Oui, voilà. c'est sûr, c'est un autre sujet. Donc, très très clair, merci beaucoup. Bah, comme toujours avec toi, c'est toujours très clair, donc ça c'est super. Donc, avant, oui, de venir sur l'argument principal de la souffrance, aussi, un autre point que j'ai noté là, c'est du coup, tout à l'heure, tu disais qu'il y avait l'euthanasie active et l'euthanasie passive. Dans l'euthanasie passive, c'était par exemple enlever l'oxygène dont pourrait avoir besoin un patient. Donc, la petite question, c'est pourquoi aujourd'hui, quand on sait qu'il y a déjà cette loi qu'il ne faut pas faire d'acharnement thérapeutique, est-ce que quand on sait que parfois en fin de vie on va arrêter progressivement l'eau, ça arrive parfois déjà aujourd'hui, en quoi est-ce que ce n'est pas un euthanasie du coup de faire ça? Alors, il faut faire très attention parce que moi je pense que arrêter délibérément l'eau, donc stopper l'hydratation par exemple, c'est une forme d'euthanasie passive. Et malheureusement, la loi Claes-Leonetti l'autorise. Donc tout le monde adule la loi Claes-Leonetti de 2016 en disant que c'est génial. En fait, la loi qui est géniale, la très bonne loi, c'est la loi de Leonetti de 2005. Mais la loi Claes-Leonetti, malheureusement, autorise l'arrêt des soins primaires, donc ce qu'ils appellent les traitements, mais en réalité c'est des soins primaires, à savoir la nutrition et l'hydratation. Alors il est vrai que dans certains cas, on peut arrêter la nutrition parce que si on est trop nourri, dans certaines maladies, ça peut nous faire vomir et tout, et donc ça peut être mauvais pour l'organisme d'ingurgiter des nutriments. Mais en général, l'hydratation, ça pose jamais aucun problème, et il y a un droit naturel à avoir ses besoins ordinaires, que sont la nutrition et l'hydratation, sauf si cela empire la condition du malade. Mais pour l'hydratation, j'ai jamais vu un cas où ça empirait la condition du malade. Le problème de la loi Claes-Leonetti, c'est qu'elle autorise qu'on enlève ses soins ordinaires, et en cela, ça peut s'apparenter à une euthanasie passive. Très intéressant. Donc, ah oui. Donc toi, tu serais peut-être plus pour remettre la loi de 2005 par rapport à celle de 2016. Moi, je suis pour le fait de revenir à la loi de 2005, parce que le problème de la loi de 2016, c'est qu'en gros, il est juridiquement légal aujourd'hui de laisser un patient mourir de soif. C'est ce qui s'est passé pour le cas de Vincent Lambert. On s'est dit, ça fait longtemps qu'il vit comme ça dans cette situation. On va lui retirer l'hydratation et la nutrition. Et donc, le monsieur est mort de soif. Voilà. C'est ça. Donc c'est déjà une forme de... Oui, d'accord. Ok, très intéressant. Donc ça, c'est vrai que ça pourrait presque faire l'objet enfin, c'est presque un sujet légèrement différent, mais ça pourrait presque être un sujet de débat, en fait, cette loi de 2016, et de la débattre encore aujourd'hui. Ce serait intéressant de proposer un retour en arrière si on est cohérent, et peut-être on espère que... Parce que ton livre, est-ce que du coup, le livre de l'euthanasie, tu l'as envoyé tu me disais tout à l'heure que tu l'as envoyé à des journalistes, est-ce que tu l'as envoyé à des députés aussi, peut-être, ou pas? Oui, donc c'est prévu que je l'ai envoyé à certains députés par email, avec l'adresse de l'Assemblée nationale. J'espère aussi que l'éditeur pourra en envoyer à certains députés. Maintenant que c'est passé à l'Assemblée nationale, c'est un peu trop tard, il faut se focaliser sur le Sénat. Mais oui, j'espère qu'ils en prendront conscience. Après, il n'y a pas beaucoup de gens aujourd'hui qui osent remettre en question la loi Claes-Leonetti de 2016. Malheureusement, c'est une loi qui fait à peu près consensus. D'accord. Ah oui. Et pourtant, moi, je dois dire que, ayant lu ton livre sur... Est-ce que je l'ai là? Bon, je l'ai sûrement derrière. Ton livre sur l'avortement, je dois dire, je le conseille au passage, petite parenthèse, mais à tous ceux qui regardent cette vidéo, parce que vraiment, entre le avant et après, bon, moi, c'est vrai que, à titre personnel, j'étais déjà convaincu, mais je vois pas comment on peut ne pas changer d'avis après le lire. Donc, il faut l'offrir massivement. Et je pense pour l'euthanasie, du coup, ça fera sûrement le même effet. Et donc, il faut y croire quand même, il faut y croire. Si tout le monde se réveille, peut-être qu'un jour, il y aura un retour arrière. Alors du coup, cet argument principal, c'est vrai qu'il est apporté, c'est vrai qu'il pose question, c'est de se dire, ok, on peut pas tuer un être innocent, mais si c'est pour lui enlever une souffrance et alléger ses souffrances. D'ailleurs, pour les animaux, on a tendance à... Je sais pas ce que tu en penses d'ailleurs pour les animaux, mais c'est vrai que si je vois une araignée, par exemple, qui est à moitié écrasée, qui se tortille, est-ce que je peux me dire, allez, un petit coup de pied et puis je l'achève? Donc, qu'est-ce que tu t'en penses? Est-ce que tu réponds à ça, bien sûr, dans ton livre ou... Oui, alors je dirais que ça tombe bien, on n'a pas à se poser la question parce qu'on a les soins palliatifs aujourd'hui en France qui permettent de soulager toute douleur physique. Donc ça, c'est très clair, il y a un consensus des médecins à ce niveau-là quand j'ai fait des recherches sur les soins palliatifs. Donc on a vraiment soit des analgésies, de la morphine, des choses comme ça qui sont capables de soulager la douleur.
soit même pour les douleurs les plus insupportables, on peut passer à ce qu'on appelle la sédation profonde. Donc la sédation profonde, c'est le fait d'endormir quelqu'un pour le sédater justement, pour pas qu'il ressente la douleur. Et donc, cette personne ne ressent plus la douleur physique. Et donc, comme disent les docteurs Jean-Marie Gomas et Pascal Favre, qui eux travaillent dans les soins palliatifs, ils nous disent l'objectif de toute sédation est le soulagement d'un symptôme grave. C'est un accompagnement proportionné sur le chemin du mourir. Il ne faut pas confondre avec l'euthanasie. La sédation en phase terminale pour détresse est la recherche d'une diminution de la vigilance pouvant aller jusqu'à la perte de conscience dans le but de diminuer ou de faire disparaître la perception d'une situation vécue comme insupportable par le patient. L'euthanasie s'en différencie fondamentalement, essentiellement par son intentionnalité qui est d'administrer la mort. Donc c'est vrai que la sédation peut parfois accélérer le décès du patient. Par exemple, quand on donne une dose de sédatif un peu élevée, eh ben, ça peut accélérer la mort du patient au-delà d'un certain seuil. Mais la mort du patient, ici, elle n'est pas voulue. C'est un effet secondaire non désiré. La seule intention, le seul effet voulu, c'est le soulagement de la douleur. Et donc, c'est pas du tout une forme d'euthanasie, parce qu'il y a une différence essentielle en philosophie morale entre le fait de provoquer délibérément la mort d'autrui et le fait d'anticiper la mort d'autrui comme une conséquence involontaire d'un traitement médical qui vise à soulager la douleur. Ce qu'on appelle le principe du double effet en philosophie. On ne veut pas l'effet négatif en tant que tel. Malheureusement, on anticipe qu'il va arriver comme conséquence secondaire non voulue. Hmm. Bah, c'est vrai que c'est clair. C'est sûr que peut-être d'autres sauraient encore trouver d'autres arguments. Moi, c'est vrai que si on souffre pas, cet argument de la souffrance, on peut l'entendre totalement. Mais c'est sûr que si de toute façon la souffrance est déjà allégée, et c'est le cas. Et d'ailleurs, moi, j'ai quelque chose que j'avais entendu, je sais pas si tu l'as mis dans ton livre, mais c'est mon frère qui est médecin, et même pas spécialement ultra croyant ni quoi que ce soit, mais il disait que chez les médecins, en tout cas, c'était beaucoup moins une question. Enfin, les médecins sont, comment dire, plus en pourcentage, plus souvent contre qu'en population générale. Je sais pas si tu avais entendu ce chiffre. Euh, Oui, c'est vrai. ouais, parce que c'est vrai qu'ils se disent, enfin voilà, on sait déjà très bien alléger la souffrance aujourd'hui. Donc la vraie question, si c'est la question de la souffrance qui gêne tant nos contemporains, voilà, la vraie question elle est sur l'allègement. Après, une question qui se pose un peu conjointe, c'est peut-être la question de, par exemple, si je reprends effectivement Vincent Lambert, qui était un peu peut-être effectivement le cas extrême, mais c'est de se dire du coup si on maintient quelqu'un, eh bien, enfin c'est vrai que c'est un argument que j'ai déjà entendu, quoi, de se dire est-ce que ça a une pertinence de maintenir quelqu'un 30 ans euh, Oui, oui, dans... je comprends. Et donc, on s'oppose, nous, évidemment, à l'acharnement thérapeutique. Donc, l'acharnement thérapeutique, c'est de maintenir quelqu'un coûte que coûte dans l'existence avec des moyens disproportionnés qui ne sont pas conformes à son état de santé. Et donc, il y a une vraie distinction à faire entre l'euthanasie et le refus de l'acharnement thérapeutique, parce que l'acharnement thérapeutique, qu'on appelle aussi parfois obstination déraisonnable, consiste à pratiquer ou à entreprendre des traitements qui sont inutiles, disproportionnés et qui visent au seul maintien artificiel de la vie. Et nous, on s'oppose à ça, mais c'est très différent de l'euthanasie qui, C'est là, ça. consiste à provoquer délibérément la mort. Bien sûr. Donc, Mais si on est concret, tu vois, par exemple, du coup, imaginons au Moyen Âge, il y aurait quelqu'un qui a tel accident, bon bah finalement il mourrait par lui-même de son accident, alors qu'aujourd'hui, par exemple, on va le maintenir avec des ventilateurs. C'est pas non plus de l'acharnement thérapeutique, mais en même temps, c'est quelque chose qu'on a mis en place pour le maintenir et que si on le mettait pas en place, il partirait, mais naturellement. Est-ce que, comment, très concrètement, est-ce qu'il y a une frontière qui est un petit peu mouvante quand même, ou comment tu vois les choses toi? Est-ce que pour toi il y a des choses qui sont oui, des choses non, qui sont très claires, ou il y a quand même, c'est un peu au cas par cas parfois, ou... alors, la frontière n'est pas toujours très, très nette, mais ce qu'on peut dire, c'est que ordinairement, tout patient a le droit aux soins ordinaires, que sont la nutrition et l'hydratation. Ça fait partie des soins ordinaires. Le reste, c'est des traitements, et donc on peut cesser l'arrêt des traitements si on juge qu'ils sont disproportionnés ou inutiles. Donc, par exemple, ou alors on peut, par exemple, si une mamie de 90 ans fait un arrêt cardiaque, on ne va pas essayer de la réanimer parce que ça sert à rien. Enfin, c'est s'acharner pour rien. Elle est déjà vieille, elle est censée déjà mourir. Donc voilà, ce qu'il ne faut pas faire, c'est s'acharner à vouloir maintenir la vie coûte que Ouais, coûte. Après, au niveau de la frontière concrète, ça c'est aux médecins d'en c'est juger. ça. Nous, La enfin, les question... philosophes, on Oui, donne des oui. principes, Oui, on donne oui, des oui, principes oui, oui. philosophiques.
Et dans les circonstances concrètes, c'est plus au Donc pour médecin tout, de juger à la lumière de ses principes c'est ça. philosophiques. Donc pour toi, les deux choses, ce serait nutrition, hydratation et peut-être aussi oxygène quand même. Tu t'en parlais tout à l'heure, si on arrête l'oxygène. Oui, oxygène, évidemment. Tout ce qui Ouais. relève, en fait, on distingue les soins et les traitements. Et les soins, non, c'est ce qui est dû ordinairement, donc hydratation, nutrition, oxygène, ça, sauf si ça empire la condition du malade, par exemple pour la nutrition, il peut y avoir des Oui. exceptions où nourrir quelqu'un, ça peut le faire vomir, ça. Bon, ok, il peut y avoir des exceptions, mais de manière générale, ces soins sont dus au patient. Pour les traitements, donc ça peut être des dialyses, ça peut être des transfusions sanguins, ça peut être branché à des machines, tout ça. Ça peut être arrêté si on juge que ça va trop loin et que là on vise au seul maintien artificiel de la vie. Il y a une vraie Hmm. différence au plan moral entre débrancher les machines, arrêter les traitements et faire un acte pour tuer directement et volontairement une personne. Oui. Il y a aussi Après, ils cette vont pas le notion. dire. Ils vont pas, eux, ils vont se dire, oh, je débranche la machine, je suis pas en train de le tuer, mais ils savent que le débranchement de la machine va, in fine, tu vois ce que je veux dire? Oui, mais attention, parce Ouais. que c'est pas eux qui sont directement la cause de la mort de la personne. Il y a une vraie différence entre laisser la nature faire, entre guillemets, Oui. parce que la personne est déjà malade et qu'elle va mourir de sa maladie. Donc c'est la Hmm. maladie qui va tuer le patient. Alors Hmm. que dans l'euthanasie, c'est le médecin qui tue le patient. C'est lui qui est la cause C'est directe de vraiment la mort. l'arrêt des fonctions vitales comme hydratation, nutrition ou oxygène, où on sait très bien que là, pour le coup, si on enlève, il y a une. Ouais, je comprends un peu la distinction, hyper intéressant. Du coup, un autre argument aussi que peuvent donner les personnes qui sont pro-euthanasie, c'est de dire, bon, bah, il n'y a peut-être pas de souffrance là, mais c'est simplement sa liberté individuelle. Et de dire, bah, si moi, en tant que malade, je veux mourir, pourquoi on m'empêcherait de partir? J'ai pas envie d'être dans le coma ou je sais pas quoi, même si je souffre pas et que je me rendrai pas compte. J'ai juste envie de partir. Qu'est-ce qu'on peut leur répondre? Qu'est-ce que tu leur réponds aux personnes qui disent ça? Je dirais plusieurs choses. Premièrement, si on est cohérent avec cet argument de la liberté individuelle, à savoir mon corps, mon choix, je peux choisir de mourir quand je veux, parce que c'est ma liberté, alors on doit autoriser l'euthanasie en toutes circonstances pour n'importe quelle raison que la personne juge bonne. Parce qu'après tout, si je considère avoir suffisamment profité de la vie et que j'ai envie de demander la mort maintenant, euh, et si l'argument de la liberté absolue s'applique, alors il n'y a aucune raison légitime qui devrait m'empêcher de demander l'euthanasie. Et donc ça impliquerait la légalisation de l'euthanasie pour des personnes qui ont une peine de cœur, qui ont une rupture amoureuse par exemple, ou qui ont perdu leur enfant ou leur mari et qui sont tristes et qui disent oh bah ça y est, ça génère en moi une souffrance psychique que je juge insupportable et donc je choisis de me donner la mort. Donc en fait, si on est cohérent avec cet argument de la liberté individuelle, alors on doit étendre l'euthanasie dans n'importe quel cas, toutes les circonstances sont permis. J'arrive pas à payer mon loyer, oh, eh ben, je vais demander l'euthanasie. Mais il y a vraiment des gens comme ça aux États-Unis. Il y a un clochard, enfin quelqu'un qui avait plus assez d'argent pour payer son loyer, qui allait devenir un clochard. Et comme il voulait pas être à la rue, parce qu'il se disait je vais pas survivre à la rue, eh ben le gars demandait le suicide assisté. Ouais. Voilà. On a aussi des gars dans les prisons. Ils n'ont pas envie de faire 50 ans de peine de prison. Et donc, ils se disent autant partir par suicide assisté ou par euthanasie. Ça m'évitera de faire la peine de prison. C'est déjà arrivé. Et ça, si l'argument de la liberté, enfin, de l'autonomie absolue est valable, alors on devrait autoriser l'euthanasie en toutes circonstances. Chose que personne n'accepte. Aucune personne en France accepte. Même ceux qui veulent faire passer la loi Falorni ou la situation pour le droit à mourir dans la dignité, ne sont pas favorables à légaliser l'euthanasie en toutes circonstances. La preuve, ils donnent des critères en mode il faut être maladie grave, incurable, il faut avoir telle ou telle circonstance. Et donc, ils ne sont pas cohérents eux-mêmes quand ils donnent l'argument de la liberté, parce que si on suit leur argument jusqu'au bout, on devrait autoriser l'euthanasie en toutes circonstances, chose qu'eux-mêmes rejettent. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est que du fait que je désire X, il ne s'ensuit pas que le médecin ait l'obligation de m'octroyer X. Donc, c'est pas parce que je désire mourir que le médecin ait l'obligation de me donner la mort. Je prends des exemples. Imaginons que je demande au médecin de me couper le bras gauche parce que je me sens plus beau dans mon corps avec un seul bras. Je trouve que ça, c'est esthétiquement plus beau. Voilà. Est-ce que le médecin a l'obligation d'obéir à ma requête? Si je dis, mais médecin, c'est ma liberté, c'est mon corps, mon choix, c'est ma requête de liberté personnelle, individuelle, donc Ouais. fais cet acte sur moi. Je dirais, bah non, je ne peux pas faire un acte qui est contraire à ta santé, parce que le but de la médecine, c'est d'améliorer ta condition de patient, pas de faire un acte qui est contraire à ta santé. Or, l'euthanasie est l'acte qui, par excellence, est contraire à la santé, parce que ça consiste non pas à améliorer la condition du patient, mais à détruire la condition du patient.
Hmm. Oui, ça pose vraiment la question du finalement derrière le mot euthanasie ou derrière suicide assisté, il y a in fine la question du suicide. Et donc effectivement, si on veut être cohérent, soit on dit que le suicide est une très bonne chose qu'il faut aider à mettre en place, mais si on veut lutter, si on considère que c'est jamais une solution et qu'il existe toujours des solutions, ce qui est d'ailleurs, je pense, le point de vue de quasiment tout le monde, même quand on sait qu'il y a aujourd'hui des aides, quand on se renseigne sur le suicide, il y a tout de suite des bandeaux, attention, etc. Parce que si on considère que c'est une bonne chose, voilà, d'éviter le suicide, alors alors bah faut pas aller dans ce sens et il y a quand même cette dimension d'un suicide quelque part. Et, Ouais, ouais, ouais. et je prends d'autres exemples par rapport à Mm. la liberté. Il y a, donc j'ai donné l'exemple là avec la personne qui disait mon corps, mon choix, médecin, coupe-moi un bras, je me sens plus beau avec un seul bras. Il est évident que le médecin n'a pas à obéir à cette requête parce qu'elle est objectivement contraire à la santé de la personne. Donc le médecin ne doit qu'agir que si c'est quelque chose qui améliore la condition du patient. Il ne doit pas obéir à toutes les requêtes de son patient, premièrement. Deuxièmement, philosophiquement, on peut aussi faire remarquer qu'il n'est pas possible de se déposséder soi-même de ses droits fondamentaux. Donc, qu'est-ce que les droits fondamentaux? C'est les droits inaliénables, donc le droit à la liberté, le droit à la santé, le droit à la vie. Le droit à la vie, c'est le droit de ne pas être intentionnellement tué. Et je dirais que ces droits, on ne peut pas choisir par notre liberté de s'en déposséder. Par exemple, je ne peux pas dire, Benoît, je vais décider par ma liberté, j'ai décidé que je renonce à mon droit à la liberté et que je veux me faire ton esclave pour le restant de mes jours. Je renonce à mon droit à la liberté. Là, tu dirais, mais non, Mathieu, tu ne peux pas renoncer à ce droit à la liberté. Il était inaliénable. Tu ne peux pas choisir volontairement de renier ce droit pour te faire mon esclave. Eh ben, je dirais, ça s'applique à tous les droits fondamentaux. Il y a certains droits qu'on ne peut pas choisir librement de rejeter. Et on ne peut pas choisir librement de renoncer à son droit à la vie, c'est-à-dire à son droit d'être protégé contre le meurtre. Et l'euthanasie est un meurtre. Donc, Hmm, on va bien sûr. choisir. Ouais, très intéressant. Alors, c'est vrai que j'ai aussi entendu un autre argument une fois, une personne qui disait, par rapport à l'euthanasie, qui disait, voilà, c'est pas une question de souffrance, elle sait qu'elle va pas souffrir, c'est pas même pas une question elle voudrait partir plus tôt parce que ça la dérangerait pas, vu que de toute façon elle est dans le coma, elle va pas souffrir, mais c'était par rapport aux autres, de dire, les gens, ça va leur demander de m'accompagner pendant plusieurs semaines, pendant plusieurs mois, de venir à l'hôpital, etc., ça va faire souffrir les autres, et donc c'était de dire, c'est presque par charité pour les autres, de demander l'euthanasie. Qu'est-ce que tu répondrais à un truc comme ça? Je pense que c'est pas quelque chose de réaliste. Normalement, si la famille est saine d'esprit, elle lui dirait mais non, on t'aime, enfin, on est là pour t'accompagner dans ta souffrance. Ça nous ferait pas plaisir que tu choisisses de te tuer, de partir. On te verra plus. Donc, je pense que même d'un point de vue purement psychologique, c'est pas du tout comme ça que réagirait la famille. La famille dirait pas oh chouette, merci, t'as décidé de partir avant. Franchement, c'était chiant, t'étais un fardeau pour nous. Heureusement que tu choisis de te tuer. Je pense pas que la plupart des familles réagiraient comme ça, ou sinon c'est des familles Mm. qui sont déséquilibrées psychiquement. C'est-à-dire qu'une famille Mm. normale et aimante ne peut pas réagir comme ça vis-à-vis d'une personne de leur propre famille. Une famille aimante consiste à accompagner tous les membres de la famille jusqu'au bout dans l'amour, dans la fraternité, et pas à dire ou à inciter les gens de se donner la mort. Et donc, même pour moi, je ne peux pas demander au médecin de dire oui, tuez-moi médecin, ça va alléger le fardeau de mes proches. Non, le rôle de mes proches, justement, l'État doit dire que le rôle des proches, c'est d'accompagner les familles, le mourant jusqu'au bout, et que c'est ça la vraie charité, c'est ça la vraie humanité. En tout cas, si on est fidèle à la Déclaration des droits de l'homme de 1948, on ne peut pas soutenir l'inverse. Cette déclaration implique logiquement une prohibition absolue contre toute forme de meurtre et incite à la fraternité universelle. Donc ça Mm. contredirait les fameuses valeurs républicaines dont se réclame notre République. Donc ça serait une autocontradiction avec ce dont il se Ouais, ouais, réclame. ouais, ouais. Ouais, ouais, je comprends tout à fait. Et après, même si c'est très convaincant, même si c'est pas directement le cœur du sujet, puisque toi c'est vraiment des arguments non religieux, mais est-ce que le problème au fond c'est pas que les personnes ont peur de la souffrance, peur de la mort, peur de la maladie? Est-ce qu'il n'y a pas quelque chose de retrouver le sens de tout ça aussi pour sortir de ces questions? Je sais pas, comment. Oui, les gens ont peur de la souffrance et de la maladie, et comme ils sont très très mal informés, ils pensent que la seule alternative à ne pas souffrir, c'est l'euthanasie. Et d'ailleurs, tu m'entends? Oui, 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 ça marche bien. Ça va, on est là. Ah, ok, je reprends. Et d'ailleurs, l'Association pour le droit à mourir dans la dignité, quand ils font les sondages et les questionnaires, ils posent la question de manière ultra biaisée, ils mentionnent jamais l'alternative des soins palliatifs, et en gros, ils disent, si vous êtes en état de grande souffrance, est-ce que vous seriez favorable à ce qu'on légalise l'euthanasie pour les cas comme ça?
Et les gens disent massivement dans les sondages, bah oui, oui, je serais favorable. Sauf que jamais on leur mentionne les soins palliatifs, on leur pose pas la question de la manière suivante, on leur dit pas, seriez-vous favorable à ce que les médecins puissent commettre un meurtre à l'égard de leur patient, alors qu'il existe à l'alternative des soins palliatifs qui permettent d'atténuer toute douleur physique, d'après le consensus des médecins. Si on posait la question comme ça, je pense que la majorité des Français ne seraient pas favorables à l'euthanasie. Donc c'est surtout par ignorance. Excellent. Ouais. Ouais, tout à fait, je vois très bien. Est-ce que tu as voulu aborder d'autres sujets dont tu parles dans ton livre ou... Je dirais qu'il faut faire attention aussi parce que dans la loi qu'ils veulent faire passer, il y a non seulement le délit d'entrave, donc ils veulent faire passer un truc similaire à l'avortement, en gros essayer de dissuader ou de soi-disant faire pression à quelqu'un pour qu'il ne se tue pas, pour qu'il ne demande pas l'euthanasie, ça pourrait impliquer plus de 2 ans d'emprisonnement et des milliers d'euros d'amende, donc un peu comme sur l'avortement. Et justement, ils sont assez perfides parce que justement, Olivier Favarni, dans son débat avec les anti-euthanasie, il dit bah, on fait déjà ça pour l'IVG, donc autant le faire aussi pour l'euthanasie. Et en face, vu qu'ils sont politiquement corrects, ils ne se sentent pas de contredire ça sur l'IVG, et ben, ils sont obligés de se dire ah oui, ben, en toute cohérence logique, on doit l'accepter sur l'euthanasie. Alors que moi, si j'étais en face de lui, je dirais oui, mais c'est une abomination pour l'IVG aussi. C'est juste qu'eux, ils n'osent pas dire ça parce qu'ils sont à l'Assemblée. Donc il y a un manque de cohérence intellectuelle. Et là, pour le coup, ils jouent là-dessus. En disant, mais regardez, c'est juste une continuation de ce qu'on fait sur l'avortement. Et là, ceux qui s'opposent à l'euthanasie et qui sont favorables à l'avortement, ils sont quand même bien emmerdés. Hein, parce que du coup, ils se disent, ah oui, oui. Mais, il y en a quelques-uns, des députés comme ça, qui s'opposent à l'euthanasie mais qui sont favorables à l'avortement. Oui, c'est ça. Oui. Ah oui, oui. Par exemple, je pense... alors des députés, je suis quasiment sûr, hein, notamment des députés RN malheureusement qui ont voté l'euthanasie, qui ont trahi, on va dire, la ligne idéologique du parti à la base. Mais oui, beaucoup même des députés LR hein, qui ont voté pour la loi sur l'euthanasie. Mais il y a quand même des députés qui ne l'ont pas voté, qui ont voté contre. Et qui sont favorables à l'avortement, donc ça existe. C'est vrai que de toute façon, d'ailleurs, je pense que sur les 199 qui ont voté contre la loi, ça m'étonnerait que les 199 veuillent abolir la loi Veil. Oui, c'est sûr. Donc, C'est là où mènent les incohérences un petit peu, que du coup ils n'arrivent plus à défendre, comme tu dis, face à Olivier. Ça pose vraiment question. Mais. Ce qui est embêtant, c'est non seulement il y a la question du délit d'entrave, où moi je peux risquer de faire 2 ans de prison si je convainc quelqu'un en lui disant non, 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 ne va pas te faire euthanasier, tu vas faire la plus grande erreur de ta vie, surtout ne fais pas ça, on t'aime, reste avec nous, on va prendre soin de toi, surtout n'y va pas, n'y va pas. Pression psychologique, donc ça y est, Lavagna a 2 ans de prison, en tout cas selon les critères de la loi. Donc il y a ça qui pose problème, mais pour les médecins, pour l'objection de conscience, alors ils disent oui, bien sûr, vous les médecins, personne ne va vous forcer à pratiquer l'euthanasie, vous aurez l'objection de conscience. On voit que dans les autres pays où on invoque l'objection de conscience, il y a des médecins on refuse d'employer certains médecins justement parce qu'ils font usage de l'objection de conscience, notamment je crois que c'est au Canada ou au Québec, j'ai plus les stats en tête. Mais le plus grave, c'est que dans la loi, on oblige les objecteurs de conscience à rediriger, à transférer le dossier du patient à un autre bourreau, un autre médecin susceptible de pratiquer l'euthanasie sur ce patient, en disant à titre personnel, je suis contre l'homicide volontaire, je ne vais pas pratiquer l'homicide volontaire sur vous. Par contre, si vous voulez vraiment mourir, je vais vous filer le dossier à mon médecin à côté qui sera susceptible de vous buter à ma place. Il y a plein d'incohérences de toute façon. Ça revient à collaborer formellement au meurtre. C'est clair. Et ça, c'est d'un point de vue théologique, d'un point de vue mais même de la philosophie. On ne peut pas collaborer formellement au meurtre de quelqu'un. Moi, je propose des débats. Je vais avoir plusieurs débats là sur la question de l'euthanasie avec des non-croyants. Et je suis favorable à des débats sur les questions éthiques. Donc, si jamais vous voulez débattre de ces questions, avortement ou euthanasie, n'hésitez pas à me le faire savoir. Je serais ravi d'en débattre. Et n'hésitez pas à acheter mon livre. Ça nous soutient. Et puis à le diffuser, à faire connaître les arguments. Et voilà, merci pour... Et si, juste un truc qui m'est revenu que je voulais dire aussi, c'est sur ce qui pose question, c'est sur par rapport au délai, parce qu'on voit que pour l'IVG, de plus en plus, ils ont facilité le truc pour qu'il n'y ait plus aucun moment où on se doit se poser de questions. Et donc, ce sera peut-être, ça fait peur pour l'euthanasie, si de plus en plus, ça se fait facilement, rapidement, en 2 jours, hop, on signe. Alors ça, c'est ce qu'on appelle la technique du saucisson.
Donc la technique du saucisson, c'est moi qui ai inventé le terme. C'est de dire, au lieu de vous faire avaler les saucissons en entier, on va vous faire avaler tranche par tranche. Donc petit à petit. Ça, c'est toute la technique du système progressiste, faire avancer les choses tranche par tranche. C'est le cas aussi pour l'avortement, comme tu le disais. On est passé de 10 semaines avec la loi Veil à aujourd'hui 14 semaines, c'est-à-dire 16 semaines d'aménorrhée. Ça va augmenter, tout augmente, l'avortement jusqu'à 9 mois pour les cas d'handicap. Et aussi, ce qui va changer pour l'euthanasie, c'est que dans les pays qui l'ont légalisé, quelques dizaines d'années après, on a l'euthanasie pour mineurs. Donc aujourd'hui, en Belgique, l'euthanasie est légale chez les mineurs. Et dans d'autres pays aussi, je crois que c'est le Canada, mais je ne veux pas dire de bêtises, mais dans d'autres pays, l'euthanasie est légale chez les mineurs. Et même des enfants peuvent être euthanasiés. Donc j'ai les stats là-dessus dans mon livre, si ça vous intéresse. Et les parents doivent quand même donner leur accord ou... Alors voilà, avec l'accord des parents, donc je vais retrouver le truc sur les mineurs. En 2014, la Belgique a allé encore plus loin en devenant la première nation au monde à légaliser l'euthanasie pour les mineurs sans limite d'âge. Il suffit que l'enfant en question ait une capacité de discernement et qu'il soit confronté à une situation médicale sans issue qui provoque chez lui une souffrance constante jugée insupportable. Et puis en 2023, le gouvernement néerlandais a étendu cette possibilité aux enfants de moins de 12 ans dans certaines conditions. Donc voilà. Donc il y a ça pour les Pays-Bas et pour la Belgique, pour ce qui est de l'euthanasie pour mineurs. Pour l'instant, ce n'est pas légal en France parce que c'est la première étape. Évidemment que si on mettait l'euthanasie pour mineurs, ça aurait beaucoup plus de mal à passer. Mais la technique du système progressiste, c'est tranche par tranche. Je vous fais avaler le saucisson tranche par tranche. Et c'est vrai que ça me fait penser encore à quelque chose, que dans ton livre sur l'avortement, initialement, tu avais prévu de mettre des photos d'avortement pour qu'on se rende compte de ce que c'est. Et j'avais trouvé l'argument excellent parce qu'on peut se dire non, mais c'est choquant, c'est joué là-dessus. Et tu disais quelque chose que je trouvais très intéressant, c'était de dire c'est pas censé être choquant si c'est qu'un amas de cellules, pourquoi ça vous choque? Et si ça nous choque, c'est que ça dit quelque chose. Ça me fait un peu dire pareil pour les fameuses objections de conscience des médecins. Est-ce que c'est pas un peu hypocrite de leur proposer ça? Parce que si c'est censé être quelque chose de bien, pourquoi est-ce qu'on leur demanderait d'avoir une objection de conscience? C'est qu'on est bien conscient que c'est un meurtre, ou même si c'est pas les termes qui sont utilisés, ou un homicide, puisqu'on leur propose de faire une objection de conscience. Est-ce qu'on peut pas le voir un peu comme ça aussi Oui, alors je pense que par contre, il peut y avoir des objections de conscience sur des choses qui sont pas forcément immorales. Typiquement, les témoins de Jéhovah ont une objection de conscience pour la transfusion sanguine, et pourtant, c'est pas quelque chose. Comment dire je pense qu'on peut reconnaître des objections de conscience sur des trucs où les gens ne seraient pas à l'aise, même si c'est pas. Même si on je connais que c'est immoral pour la personne, mais que ça n'est pas pour tout le monde. Mais c'est vrai que, par exemple, on reconnaîtrait pas. On reconnaîtrait pas une objection de conscience pour un médecin qui dirait selon ma conscience, je ne peux pas soigner les noirs. On lui dirait bah non, je suis désolé, ça marche pas. Tu peux pas utiliser ton objection de conscience pour ça. C'est pas légitime. Alors pourquoi est-ce qu'on reconnaît que c'est légitime pour l'avortement ou pour l'euthanasie? C'est qu'il y a quand même quelque chose de fondamental qui est en jeu ici. Donc voilà. Mais surtout, le problème, c'est que c'est pas une vraie objection de conscience. Donc on peut pas dire au médecin, ok, on vous laisse l'objection de conscience, mais en conscience, vous devez collaborer à l'homicide de la personne en transférant le dossier. Ça n'a pas de sens. C'est juste absurde. Donc, il y a une citation que j'aime bien de David Albert Jones, qui est professeur de bioéthique à Oxford, qui disait « Si un médecin s'oppose en conscience à la participation à la torture ou à la peine capitale ou à l'alimentation forcée d'un prisonnier en grève de la faim, il serait peu scrupuleux de sa part de trouver quelqu'un ayant moins de scrupules pour le faire à sa place. Exiger d'un objecteur de conscience qu'il facilite l'exécution de la procédure à laquelle il s'oppose constitue une attaque directe contre sa conscience et son intégrité morale. » Excellent. Excellent, merci beaucoup Mathieu. Et on va mettre de toute façon, donc ton livre sort vendredi 30 mai, donc on mettra un lien, il y a peut-être un lien de précommande dès maintenant peut-être. Oui, il y a le lien Amazon, il y a le lien sur le site de Salvatore. Tu vas me le donner, puis je le mettrai en description, commentaire épinglé. Et j'en profite aussi pour vous dire que j'ai préparé aussi une neuvaine à la Pentecôte à Esprit Saint. Vous pouvez vous inscrire, je mettrai aussi un lien en description et commentaire épinglé, qui commence aussi vendredi 30 mai. Voilà, 9 jours pour se préparer à recevoir l'Esprit Saint. Voilà, merci beaucoup, merci Mathieu. Et puis alors on va diffuser ce livre le plus possible autour de nous. Merci Benoît. Merci beaucoup. À bientôt.